Dans cette nouvelle vidéo récap des meilleurs films du trimestre, nous vous proposons, comme d'habitude, une petite liste synthétique revenant sur les qualités de chaque film sans classement spécifique, simplement par ordre alphabétique et évidemment sans débat. Cette liste reflète à la fois nos avis les plus objectifs soient-ils, ainsi que nos sensibilités personnelles, qui peuvent d'ailleurs être assez différentes au sein de l'équipe, ce qui ne veut pas dire que tous ces films sont aussi forts les uns que les autres ou du même niveau de qualité, mais ce sont tous des très bons films que nous vous recommandons. Donc, on commence par un film français, une comédie romantique française pour être plus précis, L'amour c'est surcoté, porté par les excellents Hakim Djemili et Laura Felpin. C'est une romance décomplexée, loin des clichés, dans une belle symbiose réussie, et c'est une superbe comédie bourrée de blagues où l'on passe clairement son temps à rire, et un peu de tout d'ailleurs, et c'est aussi un film sur l'amitié, avec une dimension psychologique assez réussie, bref, on passe un très bon moment. Vient ensuite une coproduction européenne réalisée par l'italien Piero Messina, qui s'intitule Another End, avec Gael Garcia Bernal, Renate Reinsve et Bérénice Bejo. C'est un film qui bascule progressivement dans un registre et un style bien différent de nos premières impressions, pour questionner notre sens de l'humain à travers une étonnante et troublante exploration du deuil et du déni. C'est une fable philosophique qui nous plonge dans un océan d'émotions contradictoires, magnifiquement mise en scène dans un jeu d'ombre reflétant ce que les personnages ne peuvent s'avouer, et une atmosphère froide et hypnotique d'un deuil envahissant aux chansons électro envoûtantes. On revient ensuite sur un film français, mais tourné intégralement en ukrainien, avec notamment une prestation remarquable de Mélanie Thierry qui ne parlait absolument pas la langue avant le tournage. Ça s'appelle La Chambre de Mariana, et ça nous plonge en pleine guerre en Ukraine, celle de 1942, où un fils est laissé à une amie de sa mère qui côtoie pourtant de nombreux Allemands. C'est un récit d'Anne Frank à hauteur d'enfant en fait, où l'univers du personnage caché est mis en scène par une privation de la vue qui peuple son imagination. C'est donc un film historique et intime qui joue sur la sensation d'enfermement dans une narration qui mêle avec élégance rêve, souvenir et réalité. Vient ensuite un western moderne irlandais tourné en grande partie en gaélique sur un berger entraîné dans un conflit avec la ferme voisine. Ça s'appelle Le Clan des Bêtes et c'est à la fois un thriller social et psychologique et une étude de personnages âpres et intenses d'une grande noirceur qui décortique les mécanismes de la violence, en particulier celles qui couvent pendant des années, dans une narration variant les points de vue à la Rashomon et une approche naturaliste et brute sous tension dans de magnifiques décors. Le suivant est un petit film britannique intitulé Crass et dont la qualification de film indépendant est probablement la plus juste tant il détonne. C'est un film sensoriel, bizarre et décalé, mais aussi rêveur et nostalgique, où l'on suit la crise existentielle d'une incernable protagoniste de 18 ans en 1994 qui a été placée en foyer suite à un accident domestique chez sa bière biologique 10 ans plus tôt. Elle va alors tomber follement amoureuse et les deux jeunes amis vont alors enchaîner les coups de folie, parfois assez crades, d'où le titre français, dans un film exigeant, parfois dérangeant et épuisant, mais aussi troublant et audacieux. On passe ensuite à un film français qui aborde un sujet encore trop rarement vu au cinéma et ce sous un angle ni exagéré ni purement dramatique. Différente raconte en effet l'histoire de Katia, une trentenaire un peu étrange qui en même temps qu'elle réentame une énième fois une relation amoureuse, découvre qu'elle est peut-être atteinte d'un trouble du spectre autistique. C'est une comédie romantique et une réflexion identitaire touchante qui est de surcroît instructif et militant en nous rappelant les nombreux manquements de la France en matière d'aide au handicap. On a ensuite un film fantastique développant un concept à la fois poétique et effrayant qui imagine l'expansion incontrôlée d'une mystérieuse maladie, appelée le métamorphisme, qui fait fusionner les êtres vivants avec l'environnement qui les entoure. Enfermés puis peu à peu prisonniers dans un appartement, les personnages traversent ainsi l'apocalypse tandis que le public, soufflé sensoriellement comme psychologiquement, plonge dans des angoisses métaphysiques et existentielles qui ne peuvent que rendre le film marquant. Le suivant s'intitule The Gazer et c'est un petit bijou de cinéma indépendant états-unien. C'est un thriller hallucinatoire sur une protagoniste atteinte de dyschronométrie et qui essaye de recoller les morceaux d'un puzzle narratif incluant la disparition d'une femme qu'elle a croisée entre ses multiples moments de décrochage. Avec une réelle patte visuelle et sonore envoûtante, troublante voire traumatisante, le long métrage nous balafre de par sa cauchemardesque et subtile confusion, ce qui en fait un premier film d'à peine 80 000 $ qui s'impose comme un petit chef-d'œuvre du cinéma de genre. Toujours dans le cinéma indépendant américain, le suivant est une coproduction mexicaine, dense et souvent frénétique, mais pas que. Ça s'appelle The Grill et c'est un concentré de tension et d'émotion dans les coulisses d'un grand restaurant new-yorkais où travaille une grande majorité d'immigrés. Si son intrigue se focalise en grande partie sur un cuisinier extraverti, le film met en scène un microcosme bouillonnant
en fourmillant d'excellents éléments filmiques, tout en transmettant les rêves et désespoirs d'une Amérique multiculturelle et inarrêtable. Puis on passe à un magnifique petit film sur la brutalité du monde paysan du XVIe siècle en Écosse. Le film Harvest met en scène la lente agonie d'un village anonyme condamné par les évolutions de la propriété et de l'exploitation de la force de travail à travers l'enclosure. Toute la violence de ce processus qui a entraîné la disparition des communs se condense en effet dans un outil, la carte, qui est ici central à l'intrigue. C'est un film sensoriel et folklorique qui nous plonge dans le vécu d'un lieu et de ses personnages dans un scénario imprévisible, raconté à travers le point de vue d'un marginal. C'est un conte philosophique, historique et atemporel, qui se distingue par ses dimensions poétiques et politiques, ainsi que par son univers pictural tourné en pellicule dont les couleurs naturelles s'effacent progressivement. On revient ensuite sur un film français inspiré d'un documentaire dont le sujet se passe à Abidjan. C'est Indomptable, un thriller policier qui nous plonge à Yaoundé où un commissaire cherche à élucider une affaire de meurtre avec des méthodes bien camerounaises. Thomas Ndjijol, le réalisateur et acteur titre du film, nous immerge ainsi dans une enquête, une famille, une institution et une société africaine et universelle où la violence et la tristesse, sous toutes leurs formes d'ailleurs, deviennent reines. Le suivant est un film d'époque nommé aux Oscars qui met en scène la descente aux enfers d'une jeune ouvrière danoise. La jeune femme à l'aiguille propose un scénario qui prend plusieurs directions inattendues en multipliant les thématiques autour des êtres non désirés et de leur sort en société et en particulier sur la condition et la vulnérabilité des femmes. C'est une peinture d'une noirceur troublante dans un noir et blanc hyper contrasté et péniblement beau qui offre plusieurs scènes viscérales semblables à des cris de Munch dans une partition musicale expérimentale. C'est un conte funeste, dur et dérangeant mais fascinant et éprouvant. Vient ensuite une véritable fable cinématographique intitulée La légende d'Ochi, qui nous emmène au milieu des Carpates où les êtres humains cohabitent assez mal avec ces étranges créatures appelées les Ochi, jusqu'à ce qu'une adolescente se lie d'amitié avec l'une de ces bêtes. Disposant d'une splendide patte visuelle et sonore, ce joli conte n'est pas non plus dénué de morale, avec des thématiques écologistes, pacifistes et égalitaristes. C'est un beau film pour enfants et pour adultes. On change ensuite de style et de ton avec le drame belgeo-français Mexico 86, qui dresse un portrait en grande partie inspiré de la mère du réalisateur belgeo-guatémaltèque César Diaz. Ce film met en lumière l'une de ces très nombreuses femmes et génitrices oubliées et qui pourtant ont joué et jouent encore d'ailleurs un rôle essentiel dans la lutte pour la liberté. Interprétée majestueusement par Bérénice Bejo, l'héroïne est une guatémaltèque exilée au Mexique qui lutte contre les horreurs de la dictature qui sévit dans son pays natal, même si pour cela, elle doit mettre sa vie de famille de côté, ce qui nous invite à réfléchir avec elle au sens de l'activisme. On passe ensuite à un film qui est malheureusement sorti directement en streaming en France, c'est The Accountant 2, ou Mr. Wolf 2 en VF, 8 ans après le premier volet qui mettait en scène Ben Affleck en comptable autiste pour les plus grands gangsters et mafieux, tout en jouant double jeu avec le fisc américain. Moins riche dans son scénario que le premier volet, Mr. Wolf 2 est néanmoins une superbe suite en jouant davantage sur la dynamique dysfonctionnelle entre le protagoniste et son frère joué par John Bernthal. C'est un thriller d'action vraiment très agréable. On change ensuite complètement de ton et de style avec une superbe satire sud-coréenne intitulée A Normal Family qui met en scène deux frères bourgeois qui règlent leurs problèmes de famille avec leurs femmes respectives dans des dîners devenus des rituels obligatoires et hypocrites. C'est à la fois un thriller psychologique, un drame familial et une satire sociale qui questionne l'amour pour nos enfants, l'élasticité de notre propre morale et notre rapport à une violence refoulée dans une mise en scène élégante, géométrique et feutrée. C'est magnifique et cinglant. Un autre film au ton assez atypique et marquant, c'est Ce Nouvel An qui n'est jamais arrivé. C'est un film roumain qui nous plonge en décembre 1989 alors que la démocratie populaire de Ceausescu s'apprête à basculer. Le pays est au bord de l'implosion. Et dans ce contexte littéralement extraordinaire, le film nous emmène auprès d'une galerie de personnages tout à fait ordinaires, au gré de trajectoires qui se croisent et s'effleurent de manière parfois dramatique, parfois fortuite, mais toujours en parallèle. C'est une fresque en forme de kaléidoscope, le temps d'une journée, brillamment construite au scénario et au montage, qui opte pour un ton tragicomique, reflétant le concept d'un film où les spectateurs savent ce que les personnages ignorent, rendant follement absurde et comique leur comportement. On reste ensuite en Europe avec le film italien Partenope, du nom de ce personnage principal féminin que Paolo Sorrentino met en lumière, en jouant sur le male gaze, entre les premiers désirs et les jeux de séduction, pour finalement l'élever en sorte de figure mystique anthropologique qui sert à la fois de métaphore napolitaine et de reflet d'une jeunesse fragile. C'est un très beau film visuellement, composé d'une esthétique extravagante et d'une poésie romanesque. Vient ensuite une comédie musicale française qui se savoure comme une petite mélodie, un bout de chanson. Ça s'appelle Partir un jour,
et c'est un film sensible, nostalgique et bougrement comique sur une ancienne gagnante de Top Chef qui rentre dans son village natal après avoir ouvert son restaurant à Paris et qui nous plonge dans un flot d'heureux souvenirs et de regrets de jeunesse, plein de poésie et de réconfort. On quitte ensuite l'Europe pour l'Amérique latine avec l'excellent film argentin Simón de la Montaña qui raconte l'histoire d'un jeune homme désabusé et déboussolé qui semble, par le hasard de la vie, trouver sa place et son identité auprès de personnes en situation de handicap. Très loin des clichés et redites sur cette thématique pourtant encore peu représentée au cinéma, le film propose un regard bienveillant sur l'humanité de façon plus générale, tout en restant agréablement et volontairement flou sur les réelles motivations d'un Simón vraiment attachant. On reste sur le continent américain ensuite avec le blockbuster américain du printemps, à savoir le nouveau film de Ryan Coogler, Sinners, qui met en scène Michael B. Jordan jouant les rôles de deux frères jumeaux mafieux revenant dans leur Mississippi natal pour ouvrir un club de musique. Le film mélange ainsi reconstitution historique, bande-son énergique avec du blues et du jazz, et une intrigue raciale agrémentée d'action dans une dimension horrifique qui se révèle progressivement au protagoniste. C'est vraiment un très très bon divertissement. On part ensuite pour l'Afrique, avec un film sur la Somalie, et qui plus est réalisé par un Somalien, et en Somalie, autant dire une perle rare qui vaut déjà ne serait-ce que pour son aspect découverte du pays sous l'objectif cinématographique et loin des clichés médiatiques. Ça s'appelle Le village aux portes du paradis, et c'est un triple portrait sur une petite famille jouée par des acteurs non professionnels et qui traverse les difficultés économiques dans un récit en forme de chronique de la vie locale qui aborde la société clinique de la Corne de l'Afrique à travers ses enjeux d'emploi, d'éducation et de place de la femme dans une photographie colorée et desséchée aux profonds silences et espoirs battus par le vent. Et pour finir, nous avons un autre film malheureusement sorti directement en streaming et uniquement en France d'ailleurs. C'est le nouveau film d'Alex Garland, Warfare, qu'il co-réalise ici avec Ray Mendoza, un vétéran américain de la guerre en Irak. C'est un film de guerre assez atypique qui ne développe aucunement ses personnages et ne donne aucune information à son spectateur. C'est une pure plongée dans une journée d'opération d'un groupe de commandos, et plus précisément, mise en scène selon leurs propres souvenirs, dans un style visuel et sonore particulièrement viscéral et hyper réaliste. Voilà donc pour cette liste. Évidemment, il y en a plein d'autres, des films intéressants. On aurait pu notamment citer La très belle leçon de vie adaptée du roman de Stephen King, The Life of Chuck, ou le cocasse et sincère et très touchant film thaïlandais Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, ainsi que le film lituanien Toxique sur l'amitié, les imperfections, l'adolescence et le corps, ou le petit ovni cinématographique qui est le film complètement frappadingue et métaphorique Rumors, Nuit blanche au sommet, sans oublier des films français comme l'improbable et palpitante comédie policière sur le braquage du siècle d'un musée dans les règles de l'art, ou le nouveau film social et humain des frères Dardenne Jeune Mère, et bien sûr, le blockbuster très abouti et efficace Thunderbolt des studios Marvel. Je rappelle que les critiques complètes de tous ces films sont évidemment à retrouver en intégralité sur notre site ou nos pages Facebook et Instagram, dont les liens sont en description. Quant à nous, on se retrouvera début septembre pour un petit récap des films de l'été, et d'ici là, profitez bien des différentes vidéos de critiques et d'analyses sur la chaîne, et à très vite.